RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Vous suivez la RTGA de partout à travers le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information en marge de la formation du gouvernement souminois 2 des sources à l'Union sacrée pour la nation renseigne que le président de la République Félix Tshisekedi tiendrait une réunion ce samedi 2 août 2025 avec le présidium de sa méga plateforme politique. L'information a été confirmée par le professeur André Mbata, secrétaire permanent de cette structure. Cette rencontre intervient dans un contexte d'attente nationale alors que le pays est suspendu à la publication imminente du gouvernement souminois 2 attendu depuis la semaine en cours. Pour plusieurs observateurs, cette réunion stratégique pourrait également servir à resserrer les rangs au sein de la majorité présidentielle et à définir les grandes priorités politiques des mois à venir. Nous y reviendrons. La République démocratique du Congo commémore ce 2 août 2025 pour la troisième fois la journée nationale du Génocide attendue, le génocide congolais pour des gains économiques. Cette journée initiée par le gouvernement depuis maintenant 3 ans vise à rendre hommage à des dizaines de millions de Congolais morts à la suite des guerres et autres conflits armés qui endeuillent le pays depuis près de 3 décennies déjà. Et pour que ces crimes ne tombent pas dans les oubliettes, cette journée du 2 août rappelle les souvenirs macabres des atrocités dont le principal mobile reste l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Je propose de suivre les discours du chef de l'État lors de cette cérémonie commémorative. Le massacre survenu il y a quelques jours, encore dans les environs de Djougou, en Ituri, en est une parfaite illustration. Selon les Nations Unies, plusieurs dizaines de paysans ont été froidement assassinés alors qu'ils cultivaient leurs champs. Ce drame, rapporté par les médias internationaux, vient cruellement nous rappeler que le Génocide n'est pas qu'un épisode du passé. Il continue de se perpétuer dans le silence et l'indifférence. Il menace à chaque instant les efforts de paix que nous avons engagés avec détermination. Il met en péril l'élan historique impulsé par l'accord de Washington, conclu sous l'égide du président Donald Trump, pour mettre un terme à près de 3 décennies de violence à l'est de notre pays. La mémoire et la justice ne relèvent pas du passé, elles orientent notre avenir. Résolu à faire triompher la vérité, j'ai engagé notre nation dans un plaidoyer de haut niveau pour la reconnaissance internationale du Génocide. Car il est temps de rompre le silence, de lever les tabous et d'affirmer avec gravité et clarté une vérité trop longtemps étouffée en démontrant juridiquement que plusieurs massacres perpétrés répondent aux critères définis par la Convention 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. En tant que garant de la nation, j'assume pleinement cette responsabilité. Il ne s'agit ni de chercher un statut victimaire, ni de quémander une reconnaissance. Il s'agit de rétablir une vérité historique occultée et d'exiger justice au nom de notre dignité. Et je le
Et puisqu'on parle du Génocost, sachez que c'est à Londres en 2013 que ce terme fut né. À Kinshasa, les autorités se sont appropriées de ce concept fin 2022 en rapport avec la résurgence du M23 et du conflit avec le Rwanda afin de documenter l'ampleur et l'horreur des crimes commis dans l'Est de la RDC depuis 1996. La campagne vise à obtenir la mise en place d'un tribunal pénal international pour le Congo. Plus de précisions dans ces récits que nous propose Nana Bwana. Initiée par la société civile en 2013 à Londres, cette notion est née dans la foulée de la publication du rapport Mapping des Nations Unies qui documente des crimes, des massacres commis en République démocratique du Congo et met en cause plusieurs pays voisins. Selon ses défenseurs, les Génocostes illustrent l'enchaînement des violences alimentées par la convoitise des minéraux congolais sur les fonds d'impunité persistantes. Depuis 2022, la République démocratique du Congo commémore la journée nationale du Génocoste, concept désignant un génocide économique perpétré contre le peuple congolais en lien avec l'exploitation illégale de ses ressources naturelles depuis les conflits de 1996. Les autorités congolaises se sont officiellement approprié ce terme, intégrant à leur discours diplomatique, notamment après la résurgence du M23. Le président Félix Tshisekedi a d'ailleurs annoncé qu'il portera cette cause à la tribune de l'ONU en septembre prochain, en plaidant pour la création d'un tribunal pénal international pour les Congo. À Kinshasa, un mémorial dédié aux Génocostes non loin du musée national. La population, les associations des victimes et les jeunes militants se rassemblent pour honorer la mémoire des millions de Congolais tués ou déplacés. Et dans le même chapitre, les représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda sous l'égide des États-Unis ont paraphé vendredi 1er août le texte des principes du cadre d'intégration économique et régionale, une des exigences annoncées dans l'accord de paix pour l'Est de la RDC selon les États-Unis d'Amérique, grâce à une coordination conjointe dans des domaines tels que l'énergie, les infrastructures, l'exploitation minière, la gestion des parcs nationaux et le tourisme, mais aussi la santé publique. La RDC et le Rwanda favoriseront le progrès économique et vont contribuer à l'amélioration de la vie des populations et des communautés dans la région des Grands Lacs. Les acteurs congolais ne sont pas restés en tout cas indifférents face à ces sujets. Je vous propose de suivre à cet effet Maître Achille Kapanga. Il est analyste politique et ancien maire de la ville de Beni au Nord Kivu. Il est plutôt au micro de Nana Bwana. En premier lieu, nous sommes en train de remercier le peuple congolais qui a dit non à la balkanisation de notre pays. On a vu les voix s'élever, les Oiselins doivent être debout, et tous les patriotes se sont mis debout pour dire non à ce plan macabre qui voulait balkaniser notre pays. Même si Goma serait encore entre les mains de ces gens-là, nous savons que c'est à bientôt, nous serons un seul État comme d'habitude. Puisque les gens qui sont à Goma, à Bukavu, n'ont pas changé de nationalité, ils sont toujours congolais. Ils utilisent toujours le passeport de notre pays. Ils n'ont pas reçu d'autres passeports à part le passeport que la RDC leur avait donné. Donc on est encore un seul peuple. Là, on doit remercier le chef de l'État. Pourquoi? Puisqu'il a compris que le danger était à la porte. Voilà pourquoi il a pris l'initiative d'aller rencontrer le président Trump en fait de trouver un compromis. Et quand ça a évolué, Trump a dit que comme c'est le Rwanda qui est parmi les ennemis, il faut que le Rwanda soit là. On est même allé très loin jusqu'au niveau du Qatar, parce que le Qatar a aussi beaucoup investi dans les deux pays. Beaucoup de gens disent que non, nous avons vendu notre souveraineté contre les minéraux qu'on sort. Mais moi, je dis à ces gens-là de voir ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Gaza et ailleurs là-bas. Le monde aujourd'hui a une allure inquiétante. On est obligé de vivre selon les réalités de ce monde. Si on va en dehors de ces réalités-là, on va risquer de tout perdre. Voilà pourquoi nous, pour conserver ce que nous avons, pour qu'on ne vienne pas nous imposer une paix de sang, on a jugé utile de collaborer avec ces gens-là pour qu'ensemble puisse avoir un accord de paix. Aujourd'hui, nous sommes en train de remercier ce qui s'est passé encore aux États-Unis avec les parades qu'on a pu mettre sur ces accords-là. Cette fois-ci, c'est déjà un bon début. Mais nous recommandons une chose très importante. On sait que les Rwandais ont toujours joué au double jeu, au jeu de cache-cache.
nous pensons que c'est pour nous l'occasion de demander à l'Union africaine, aux États-Unis et au Qatar d'être sceptiques. Tout le monde qui ira à l'encontre de ces recommandations-là, à l'encontre des normes, qu'ils soient sanctionnés. Que ce soit les Rwandais, même nous, les RDC, si nous voulons aller très loin, pour nous sanctionner. Là, je voudrais remercier le chef de l'État, puisque à travers un télégramme, je vais le major général, il a demandé à nos militaires de ne pas attaquer ces gens-là. Et souvent, ils nous provoquent pas comme ça, et à la fin, nous tombons dans leur piège et ça devient compliqué. Donc, pour dire quoi, ce qui est important est déjà fait, et nous pensons que c'est pas grave. Il faut encore croire que la paix est imminente, et surtout au niveau de notre pays. L'actualité, c'est aussi l'ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo est officiellement en exil, a annoncé ce samedi 10 août 2025 que son parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD, condamné en mai dernier à 10 ans de servitude pénale pour détournement des fonds publics dans l'affaire du projet agro-industriel de Bukangalonzo. Matata Ponyo avait refusé de se présenter à l'audience finale, dénonçant un procès politique. Le secrétaire général de cette formation politique de l'opposition, Franklin Chamala, a indiqué l'avoir eu au téléphone. Il nous a déclaré avoir été contraint d'aller en exil par les pouvoirs en violation de l'article 30 alinéa 2 de la Constitution, a-t-il déclaré, et de préciser qu'au moment venu, nous vous dirons où il aura choisi de s'installer, a déclaré ainsi Franklin Chamala. A noter que cette annonce intervient plusieurs semaines après sa disparition de la scène politique consécutive à sa condamnation par la justice congolaise pour détournement de plus de 200 millions de dollars américains destinés du projet parc agro-industriel de Bukangalonzo. Et puis le CESAC monte au créneau, recadre sévèrement le maire de la ville de Mweneditu dans la province du Kasaï oriental, Gérard Tshibanda, et dénonce une dérive grave contre la liberté de la presse. Suivez ce commentaire de Christian Maïmon. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication désavoue publiquement le maire de la ville de Mweneditu, Gérard Tshibanda, suite à la fermeture illégale de la radio Sendamwana et l'arrestation musclée de 3 journalistes de la même chaîne, dont un est actuellement en soins intensifs. Dans une correspondance officielle datée du 31 juillet dernier, le coordonnateur provincial du CESAC Kasaï oriental, Ghislain Banza Kamila, condamne avec fermeté l'arrêté pris par le maire qui tente d'impliquer abusivement les CESAC dans sa décision. Nous fustigeons cette manière de faire et exigeons réparation pour l'honneur de notre institution, écrit-il. Le CESAC rappelle que lui seul est habilité à suspendre un média selon une procédure légale. Il rejette toute implication dans cette décision unilatérale qu'il qualifie de manipulation grave et attentatoire à l'état de droit. Ensuite, il prévoit le déploiement d'une commission d'enquête à Mweneditu pour évaluer les violences commises et mettre en garde contre toute récidive. Rappelons que ces 3 journalistes ont été interpellés le jeudi 31 juillet par l'Agence nationale des renseignements. Il s'agit de Ali Clovis Kasseba, directeur des programmes, Albin Moukadi, secrétaire de rédaction, et Prince Loulamba, chargé des finances. Ils ont été conduits au cachot de la police nationale congolaise. Dans son arrêté du 29 juillet, le maire reprochait à la radio Sendamwana de ne pas respecter les lois encadrant la liberté de presse et la déontologie journalistique. Il accuse ses animateurs de diffuser des émissions susceptibles d'inciter à l'incivisme fiscal et à la haine tribale menaçant la paix sociale et l'ordre public. On va parler éducation dans ce journal. Le maintien des élèves enceintes à l'école en République démocratique du Congo. L'UNICEF salue cette décision du gouvernement congolais et la considère comme une pierre angulaire de l'égalité des sexes. Les Nations Unies appellent cependant à l'engagement de tous les acteurs à s'attaquer aux normes sociales qui visent à limiter l'égalité des sexes et à défendre le droit fondamental à une éducation de qualité. Pour tous les détails dans ce commentaire. Suivez.
Dans un communiqué rendu public le vendredi 1er août 2025, les Nations Unies appellent à l'engagement de tous à s'attaquer aux normes sociales limitant l'égalité des sexes et à défendre le droit fondamental à une éducation de qualité pour tous. Selon John Agbor, représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, garantir le droit inaliénable à l'éducation pour toutes les filles, y compris celles confrontées à une grossesse, constitue une pierre angulaire de l'égalité des sexes et le développement durable. Trop longtemps, des normes sociales restrictives et des violences ont compromis l'avenir éducatif de nombreuses jeunes filles, les empêchant de réaliser pleinement leur potentiel. Ces nouvelles mesures marquent une avancée décisive vers plus de justice et d'autonomisation. Pour l'ONU, cette directive vise à garantir l'accès équitable à l'éducation pour tous les élèves et ne laisser pour compte principe fondamental pour lutter contre les discriminations. Elle répond à une problématique persistante dans laquelle des filles se voyaient exclues du système scolaire en raison d'une grossesse. Il s'agit d'un progrès majeur, d'autant plus que ces grossesses sont souvent liées à un manque d'autonomie corporelle, à une information insuffisante, ainsi qu'à des actes de violence et d'agression sexuelle dont elles sont victimes. Les Nations Unies appellent également la société civile à jouer un rôle actif dans cette dynamique de changement en s'attaquant aux normes sociales limitant l'égalité des sexes et en défendant le droit fondamental à une éducation de qualité. Permettre à chaque adolescente de développer pleinement son potentiel est un levier essentiel pour le développement durable. L'égalité des sexes est un catalyseur clé de l'atteinte des objectifs de développement durable et beaucoup reste à faire, soutient l'ONU. Et en culture, 2 août 2013, 2 août 2025, cela fait 12 ans, jour pour jour, depuis la disparition du chanteur gospel Alain Moloto, fondateur du groupe Adorons l'Éternel Gaël, décédé à Kinshasa, en République démocratique du Congo à l'âge de 52 ans. Les mélomanes du gospel congolais ont commémoré ce samedi sa mémoire. Des précisions dans ce papier que nous propose Christian Maïmon. Cela fait exactement 12 ans jour pour jour que disparaissait Alain Moloto Kossi. Chanteur respecté et poète reconnu, il est une des figures majeures du gospel congolais. Selon son entourage, il était décédé suite à un empoisonnement à 52 ans. L'homme s'était également fait remarquer par ses prises de position en faveur de la paix en RDC à travers Eden, Ensemble pour la délivrance de la nation. Plusieurs de ses chansons sont restées dans la mémoire collective et dans le patrimoine musical congolais. Véritable école du culte chanté, le natif de Kisangani a non seulement laissé comme héritage sa riche discothèque, mais aussi les élèves qui perpétuent l'œuvre et le style Gaël adorant l'Éternel. Alain Moloto a compté 19 ans de carrière musicale entre 1994 et 2013. Il a créé le groupe Adorons l'Éternel en 1998 avec des ressortissants de l'Institut national des arts tels que Henri Papa Moulaja, Franck Moulaja et Blaise. Et tout à fait autre chose à présent dans sa volonté d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi pour la paix et la bonne gouvernance. L'Union des valeurs Tshisekedi IVT en sigle a récompensé ce samedi 2 août 2025 une cinquantaine de ses membres ayant suivi une formation politique intense, une initiative marquée par des gestes de solidarité interne et un message fort d'engagement citoyen. On fait le point dans ce reportage. Suivez. C'est dans une démarche de soutenir les initiatives du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une paix durable et une bonne gouvernance en République démocratique du Congo que le parti politique Union des valeurs Tshisekediste IVT a organisé une formation des membres de son parti pour les soutiens à toutes les démarches de paix initiées par les chefs de l'État. Pour clôturer ce samedi 2 août ces assises, des brevets de formation ont été remis à plus de 50 membres de l'UVT outillés sur la politique nationale et la vision du parti cher à l'honorable José Kalalawa Kalala visant
à renforcer l'engagement citoyen et la compréhension des enjeux politiques du pays, comme précise le vice-président national chargé de l'administration Jean-Pierre Saint-Gy, qui a profité également de l'occasion pour passer les messages d'encouragement du numéro 1 de l'UVT à ses camarades en appelant les lauréats à faire preuve de discipline et à incarner les valeurs du parti sur les terrains. Nous avons développé au cours de cette formation une thématique sur l'identité de l'Uvecien, qui on peut appeler un Uvecien. Et nous avons développé aussi sur l'organisation, le fonctionnement du parti. Nous leur avons doté des stratégies de communication, comment ils doivent communiquer, comment ils doivent implanter les partis. Et nous leur avons donné les informations et une instruction sur le régime disciplinaire conformément au règlement intérieur de notre parti. De son côté, Fedi Mukendi, secrétaire national en charge de la communication, a remis 6 climatiseurs au siège du parti. L'occasion faisant le larron, il a invité d'autres membres à poser des gestes similaires pour le bon fonctionnement du parti. Je donne ces climatiseurs pour dire comme Kennedy aux Américains: ne demandez pas à l'Amérique ce qu'il doit faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous avez fait pour l'Amérique. Ne demandez pas ce que l'UVT va faire pour vous. Demandez-vous ce que vous avez fait pour l'UVT. Présent désormais dans les 26 provinces du pays, l'UVT attend poursuivre son programme de formation sur toute l'étendue du territoire national afin de consolider sa base militante et diffuser sa vision politique. Une page rose dans ce journal. La RTGA vient d'enregistrer un nouveau mariage. Il s'agit de son rédacteur en chef adjoint, Dieu merci Diaka, qui s'est uni à Madame Aliana. La soirée dansante a eu lieu le vendredi 1er août à la Foire internationale de Kinshasa, où famille, amis et connaissances, ainsi que les collègues de service se sont retrouvés pour honorer les heureux mariés. Nous y reviendrons. Et c'est la fin de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'ensemble de l'équipe, tant technique que rédactionnelle. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bon suite des programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.